Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à ce 5e épisode de Sur ce bonne soirée, le podcast québécois en termes de sport et de faits divers. Je suis votre hôte Raphaël en compagnie de mes co-animateurs Étienne, Jérémy et Chloé. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc nos sujets pour aujourd'hui. Tout d'abord, pour notre rubrique sport, nous allons parler de quelques sujets d'actualité entourant la LNH. Et ensuite, pour notre rubrique faits divers, nous allons parler du deuxième film de James Bond, Bon baiser de Russie, de 1963. Donc, tout d'abord, pour commencer notre rubrique sport, une nouvelle qui date d'aujourd'hui, du 18 février. Jaromir Jagr, ancien numéro 68 des Penguins de Pittsburgh, a vu son numéro être immortalisé au sein de l'équipe. Pour ceux qui ne connaissent pas ou ne suivent pas le hockey, cela veut dire qu'à partir de maintenant, plus aucun joueur futur des Penguins de Pittsburgh ne pourra avoir le numéro 68. Ce numéro est maintenant en permanence attribué à Jaromir Jagr. J'aimerais parler de Jaromir Jagr pendant un instant. T'sais. On parle d'un gars qui est quand même le deuxième meilleur pointeur de l'histoire de la Ligue nationale de hockey, avec quand même un 1921 points, juste derrière Wayne Gretzky qui en a 2857. Et j'aimerais m'amener vers les Penguins de Pittsburgh qui ont joué ce soir contre les Kings de Los Angeles et avec une défaite de 2-1 pour les Penguins, dont un but en désavantage numérique en fin de troisième période. Donc les Penguins, je trouve que c'est une équipe, en tout cas une des équipes parmi la Ligue aujourd'hui, qui a un énorme manque de constance. On parle d'une équipe qui est allée acquérir Erik Karlsson, une équipe qui a beaucoup de vétérans, Malkin, Chris Letang, évidemment Sidney Crosby, qui a quand même 31 buts cette année pour un gars que son contrat finit dans 2 ans puis qui approche de la quarantaine. C'est assez impressionnant, merci. Pittsburgh, c'est une équipe qui manque de constance, puis on va en parler beaucoup d'équipes qui manquent de constance. Sur les deux sujets, c'est intéressant. Premièrement, sur Jagr, je pense que il était temps qu'une de ses anciennes équipes le retire, que ce soit... C'est sûr que c'est une meilleure idée de le retirer à Pittsburgh. C'est là qu'il a joué le plus longtemps, qu'il a eu le plus de succès et tout. Je suis content pour lui. C'est vraiment un honneur qu'il mérite pleinement. Puis la seule chose, je pense que au niveau de sa carrière de hockey présentement, je pense qu'il devrait arrêter. À son âge 52, ça commence à être un peu vieux pour jouer, mais bon, s'il s'amuse, c'est le fun. Puis pour en revenir à ce que tu disais avec les Penguins de Pittsburgh cette saison, moi je pense qu'ils sont allés tout miser sur le même paquet. Ils sont allés miser sur les gros artilleurs en attaque. Pas trop de joueurs défensifs, puis surtout s'appuyer encore sur les joueurs qui sont beaucoup plus âgés. Tu sais, donner des contrats de 4 ans à Letang, 4 ans à Malkin, puis ils vont pas rajeunir, là, puis ça va de moins en moins bien, des fois, dans leur jeu aussi. Fait que moi, je pense que Kyle Dubas est allé mettre tout son package sur la même chose. Puis, pour lui, je pense que son gardien numéro 1, c'était Tristan Jarry, mais quand on le voit cette saison, Tristan Jarry, il n'est pas capable d'être numéro 1 dans la Ligue, il n'est pas assez constant. Le manque je dirais, de jeunes joueurs versus vétérans qui fait en sorte que c'est toujours le même vieux système. Ça fait longtemps aussi que Steve Sullivan est là, le coach. Je pense que à un moment donné, pour eux, il va être le temps de penser à changer de coach puis changer de stratégie un peu s'ils veulent évoluer encore avec les mêmes joueurs. Moi, je continue à parler des Penguins de Pittsburgh. L'année passée, c'était à 2 doigts de faire les séries, puis avec la défaite contre nous, les Canadiens de Montréal, ça a manqué 2 points, fait qu'ils n'ont pas fait les séries. Puis cette année aussi, moi, je pense pas qu'ils vont faire les séries, fait que ça va faire 2 années de suite qu'ils le font pas. Je trouve ça vraiment bizarre parce que les Penguins sont toujours en série habituellement. Fait qu'ils devraient vraiment step up leur game. Moi, je dis que s'ils font pas les séries, ils devraient renvoyer le coach, puis etc. À part les Penguins de Pittsburgh, moi, j'aimerais ça vous parler d'Ottawa. Ottawa, ils ont 46 points en 51 matchs. Moi, je trouve ça très bizarre. On n'a jamais vu ça d'Ottawa. Même avec l'échange du coach Jacques Martin. Ça va un peu mieux, mais ils doivent travailler plus fort. Moi, je pense vraiment que de toutes les équipes de la Ligue nationale, Ottawa, je pense que c'est celle qui me déçoit le plus cette saison. Faut se rappeler, à la fin de la saison dernière, il était en course
quand même serré avec Détroit, entre autres, pour une place en série. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à le faire, mais ils ont tout donné. On se rappelle, DJ Smith était allé chercher Jacob Chikrin des Coyotes pour aider le tout. Ben, finalement, ils sont arrivés à court. Puis, ils ont fait quand même quelques acquisitions. Il faut se rappeler aussi à la date limite des transactions. L'année passée, ils sont allés chercher Jonas Korpisalo de Columbus. Ils l'ont fait signer un gros contrat de 5 ans cette année, pendant l'été. Ils sont allés chercher Vladimir Tarasenko. Ils ont amené des joueurs comme Jake Sanderson, Ridley Gregg, qui est une recrue cette saison, Parker Kelly qui allait quand même bien sur le 4e trio l'an dernier, le jeune Bernard Docker aussi en défense. Ils ont ajouté des bras un peu. Il y avait Amonic qui pouvait un peu brasser la cage. Ils sont allés chercher Mark Kastelik aussi. Donc, ils ont fait beaucoup d'acquisitions avec Chabot qui était en santé, Chikrin et Sanderson en défense. Il y avait une bonne paire de défense. Tim Suzla, toujours dangereux. Puis vraiment, dès le début de la saison, ça a été extrêmement difficile. Peu de victoires, beaucoup plus de défaites, beaucoup de buts accordés aussi. On aurait dit que le système de jeu de DJ Smith au début de la saison a complètement disparu. Puis que les joueurs faisaient à peu près n'importe quoi sur la patinoire. Après ça, c'est Pierre Dorion qui a été congédié pour une erreur dans une transaction avec Dadonov, on se rappelle, avec Vegas, il y a de ça quelques années. Ensuite, ça a été DJ Smith, remplacé par Jacques Martin. Au début, à son arrivée, Martin, ça a été difficile. Ensuite, il y a une série de 4 victoires en 6 matchs, si je ne me trompe pas. Ils ont perdu leur dernier, mais vraiment, je pense que sur le global, Ottawa, c'est vraiment la surprise la plus décevante cette saison. Absolument. Puis comme tu disais, on a une équipe avec des gros joueurs. On a des Tim Stusla, quand même des gros vétérans comme Claude Giroux, Brady Tkachuk qui a marqué son 25e but aussi. Donc, on a une équipe qui a un bon bagarre. On a des bons vétérans, des bons jeunes, des bons leaders. Donc, Tkachuk que je viens de nommer. Mais l'affaire qu'on n'a pas à Ottawa, puis ça, c'est pour beaucoup d'équipes dans la Ligue nationale de hockey, on n'a pas de goaler. On parle de Korpisalo, il y a 13 victoires en 36 matchs. C'est terrible. Anton Forsberg, 8 victoires en 17 matchs, excusez-moi. C'est beaucoup moins pire, mais on n'a pas de goaler à Ottawa. Puis ça a été un problème pendant longtemps. Puis je pourrais dire la même chose des Leafs quand on va arriver aux Leafs, évidemment, avec Austin Matthews. Mais à Ottawa, on manque de constance dans la cage et c'est ça qui fait mal à l'équipe en ce moment. Jarmo Kekalainen de Columbus, qui a été renvoyé après 12 saisons pour l'équipe. Et pour l'instant en intérim, ce sera John Davidson qui prendra sa place. Écoute, dans le cas de Kekalainen, premièrement, je pense que c'est la meilleure chose qui aurait pas pu arriver à Columbus. Deuxièmement, je pense que même l'écureuil dehors aurait été meilleur candidat que n'importe qui à sa place. Je veux dire, ce gars-là n'a rien fait en 12 ans. Une participation seulement aux séries. Une seule participation. Une seule ronde de gagner aussi. Écoute, ils ont donné des contrats fous à Patrick Laine, à Johnny Gaudreau. Ces joueurs-là font rien. Il y a une culture à Columbus qui doit être changée rapidement. De la façon comment les joueurs sont traités. Écoute, à Columbus, on avait Panarin, on avait Seth Jones, on avait Sergei Bobrovsky, puis les 3 joueurs sont disparus du jour au lendemain à cause des mauvaises gestions de l'équipe et de l'entourage. Donc vraiment, je pense que c'était la chose à faire. C'est malheureux un peu pour Pascal Vincent, le coach, qui lui quand même fait un bon travail malgré ce qu'il a sous la main. Mais je veux dire, écoute, il était temps. Tant qu'à moi, honnêtement, Kekalainen aurait dû être congédié en même temps que Mike Babcock quand il y a eu l'histoire avec les téléphones au début de la saison, avant que la saison commence. Je crois que c'est là qu'il aurait dû quitter. Ils ont décidé de le garder, mais là, je pense que enfin, après 12 saisons de misère, il y a enfin une décision intéressante qui a été prise à Columbus. Ce qui s'est passé à Columbus, ça me fait un peu penser à ce qui s'est passé à Chicago. On avait des gros joueurs comme Alex DeBrincat, Artemi Panarin aussi, qui est avec Chicago. Et ces joueurs-là sont tous partis. Et l'ancien capitaine des Blackhawks,
Jonathan Taze a beaucoup parlé de ça. Il était extrêmement déçu d'avoir des joueurs avec du gros potentiel. Puis d'ailleurs, Artemi Panarin qui a marqué le but de la victoire ce soir contre les Highlanders en overtime. Tu sais, c'est un joueur de concession. Artemi Panarin est absolument formidable. Même chose pour Alex DeBrincat. Au début de la saison, lui et Dylan Larkin avec les Red Wings de Détroit, c'était un duo Jari Kurri, Wayne Gretzky. C'était impeccable. Alex DeBrincat, je trouve que c'est, oui, un joueur petit, mais qui est capable de te poter ça un peu comme à la Cole Caulfield. Donc, c'est extrêmement décevant de ce côté-là pour Columbus. Beaucoup de potentiel, mais on n'a pas su en profiter. Moi, je trouve que, tu sais, autant Columbus puis Chicago, je trouve que dans une certaine mesure, ils ont mal géré le temps qui leur était réparti, si je peux dire. Ce que je veux dire par là, c'est il y avait quand même des joueurs intéressants à leur disposition. Tu sais, comme tu as dit, Panarin à Chicago, Kirby Dach, DeBrincat, à Columbus, Seth Jones, Bobrovsky, Panarin aussi. Je veux dire, je trouve qu'ils ont abandonné vite leur projet pour partir en reconstruction. Puis depuis, ça n'a pas été fructueux encore pour les deux. Puis je pense même que Chicago a devancé Columbus et Columbus est en reconstruction depuis à peu près le nombre d'années que Kekalainen a été là, 12 ans. Donc honnêtement, j'espère vraiment que dans les deux cas de ces deux équipes-là, ils vont aller dans des bonnes directions pour vraiment remonter au sommet, surtout pour Columbus qui n'ont jamais vraiment connu de vrai succès. Donc j'aimerais me diriger vers une équipe qui va extrêmement bien, en tout cas pour un joueur en particulier. Je parle des Maple Leafs de Toronto avec Austin Matthews qui a marqué son 6e tour du chapeau cette année. Donc Austin Matthews avait commencé contre nous, les Canadiens de Montréal, avec un tour du chapeau. 6 buts en 2 matchs parce qu'il en a marqué un autre au deuxième match de la saison. C'est un total de 48 buts pour Austin Matthews. Donc là, j'ai posé la question autour de la table, mais est-ce que Austin Matthews est un joueur qui a un potentiel de marquer 70 buts dans une saison? 70 buts, on parle de la saison recrue de Teemu Selanne, qui en a marqué plus que 70. Mais c'est pas le seul joueur qui est constant, évidemment, Austin Matthews, avec les Leafs. Il y a évidemment William Nylander qui a eu une série de points au début de la saison absolument remarquable. 71 points, William Nylander. Je trouve que c'est un des joueurs les plus, en tout cas dans les dernières saisons, qui était classé comme un underrated. Aujourd'hui, William Nylander, je pense que les Leafs vont avoir beaucoup de difficultés si Nylander part à un moment donné, mais ils l'ont signé à long terme quand même. Donc, on a un bon premier trio en Matthews, Nylander, et évidemment Mitch Marner. Donc, si ça donne que les Leafs ne font pas les séries ou qu'ils se fassent sortir, comme à l'habitude, en première ronde des séries, je veux pas entendre personne chialer sur Austin Matthews, ou sur Mitch Marner, ou sur William Nylander. Parce qu'ils ont été constants. En tout cas, toute la saison, ils ont été constants. Encore une fois, il y a un problème du côté des gardiens de but pour les Maple Leafs de Toronto. Mais ces 3 joueurs-là, c'est le core. Là. Le core 4 de cette équipe-là, en tout cas, c'est ce premier trio-là avec Morgan Riley en défense. Donc, les Leafs ont absolument aucune excuse pour ne pas performer en série. Parce qu'ils ont 3 des meilleurs joueurs de la Ligue avec eux. Donc, j'ai hâte qu'on se rende aux séries, qu'on voit qu'est-ce que ça va donner cette année pour les Leafs. Ben moi, j'ai une affaire à dire sur Austin Matthews. C'est un joueur exceptionnel, comme jamais j'aurais cru voir qu'Austin Matthews aurait pu faire en ce moment 6 tours du chapeau. Puis moi, je vais parler de l'équipe en tant que telle. Dans le classement, ils sont classés où un peu? Ils ont fait 53 matchs, puis ils sont à 66 points. Ils sont 5e dans le classement de Eastern. À date, ils font les séries. Fait que ça va très bien, ils vont dans la bonne direction. C'est sûr qu'au début de la saison, ça a été très dur parce que Samsonov, il était pas trop là. C'était dur, comme Jérémy a dit. C'était vraiment le gardien le problème. Puis Samsonov a zéro aidé l'équipe. Moi, je pense que, écoute, on va se répéter, là, mais c'est vraiment... C'est pas juste au niveau des gardiens de but. Je dirais que oui, il y a un manque au niveau des gardiens de but important, mais je crois que Joseph Woll va être capable
de remédier à la situation quand on va être revenu de blessure. Mais moi, je pense que surtout le gros problème des Leafs, c'est la défensive. Ils n'ont aucune défensive. Des joueurs qui ont vraiment de la difficulté à être un vraiment défenseur défensif. Il y a beaucoup plus de caractère offensif chez les Leafs que de caractère défensif. Puis c'est ça qui nuit beaucoup à l'équipe, entre autres. Parce que si tu regardes l'équipe en général, je crois qu'ils ont l'attaque de rêve qu'une équipe de la Ligue nationale voudrait. Matthews, Nylander, Marner, Tavares. Mais ils ont fait des ajouts cet été que peut-être ils n'auraient pas dû faire. Ils auraient dû se concentrer en défense à la place. Je pense entre autres à Bertuzzi, à Domi. Ils ont donné des contrats à ces deux gars-là. Ils ont donné aussi un contrat à John Klingberg. Klingberg, lui, qui s'est blessé. Donc, c'est sûr qu'il y a un peu de malchance dans tout ça. Si c'est juste de moi, pour répondre à ta question, Jay, je pense qu'Austin Matthews, c'est un joueur de 70 buts et plus par saison, oui. Et j'ai l'impression qu'encore une fois, les Leafs vont s'écrouler à quelque part en série, première ronde ou deuxième ronde. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas assez le corps défensif pour jouer en série. On va se diriger maintenant vers une autre équipe qui probablement surprend le plus le monde du hockey en ce moment. Je parle des Canucks de Vancouver, qui ont eu une saison extrêmement difficile l'année passée. Bruce Cassidy, qui était le coach l'année passée, ça n'a pas été facile pour lui, ce qui a éventuellement donné son renvoi. Mais cette année, je veux dire, wow, honnêtement, les Canucks de Vancouver sont en train de absolument détruire le classement. Ils sont premiers de la Ligue depuis la fin de l'année 2023, depuis le 31 décembre pour être exact. Pour moi, je trouve que c'est en ce moment, après qu'ils ont acquis Elias Lindholm des Flames de Calgary, je trouve que c'est une équipe absolument parfaite dans tous les niveaux. Défensivement, on est allé chercher Zadorov, on a Quinn Hughes, en attaque, on a JT Miller qui a une saison absolument remarquable, Elias Pettersson qui a une saison remarquable, Brock Besser qui a une saison remarquable, qui se rapproche des 40 buts d'ailleurs. On a Thatcher Demko qui est le troisième meilleur gardien de but en termes de victoire. Donc, Elias Lindholm qui finit pas de marquer depuis son arrivée à Vancouver. Donc, j'aimerais qu'on se penche sur la possibilité, peut-être pas d'une Coupe Stanley pour Vancouver, mais d'une assez de bonne route en série éliminatoire. Hey, les Canucks, ils ont 80 points. Sont les premiers dans la Ligue nationale de toutes les équipes. Sont en première position. Ensuite, c'est les Panthers qui ont 76. Fait qu'ils ont vraiment de points d'avance sur toutes les équipes. Puis ils nous impressionnent. Peut-être pas la Coupe Stanley, mais moi, je trouve qu'ils sont en direction vers la Coupe. Moi, je pense que vraiment... Je pense que c'est la plus belle amélioration que j'ai vue d'une année passée à une autre. Vraiment, comme tu as dit, ça a été une saison difficile l'année passée. Rick Tocchet qui arrive comme entraîneur, puis on dirait que tout a vraiment changé comme système. Moi, j'ai l'impression que Bo Horvat, l'ancien capitaine, avait quelque chose peut-être à avoir là-dedans, dans le vestiaire et tout. Je pense pas que ça marchait avec lui et tout le monde. Puis, écoute, depuis qu'on l'a échangé, je dirais qu'on voit vraiment l'évolution de l'équipe. C'est comme si avec Bo Horvat, on était dans le même moule, on voulait pas avancer. Puis depuis son départ, vraiment, ça a explosé. Puis on le voit, les Canucks qui sont merveilleux cette saison. Quelques accros ici et là, dont une défaite récemment contre les Bruins 4-0. Mais quand même, comme tu as dit, Demko, un des meilleurs. Déjà 30 victoires cette saison en 41 matchs. Puis comme tu as dit, je pense que vraiment les acquisitions de Lindholm, de Ronek l'année passée aussi, ça fait beaucoup de différence. En défensive, quand tu as un gars comme Zadorov qui frappe beaucoup, c'est excellent. Faut pas oublier aussi, en début de saison, ils sont allés chercher des Leafs, Sam Lafferty, un bon joueur défensif. Donc ça aide toujours. Je pense vraiment que les Canucks, si on regarde au complet l'équipe, je pense que c'est une des équipes les plus complètes de la Ligue présentement. J'aimerais faire une comparaison avec les Bruins de Boston qui ont gagné le trophée des présidents la saison dernière et qui cette année justement a eu encore une fois un début de saison assez remarquable. On a encore des gros joueurs malgré la perte de Patrice Bergeron et David Krejci au centre qui ont pris leur retraite respectivement.
Brad Marchand qui continue à être constant. Charlie McAvoy continue à être constant. David Pasternak aussi continue à être constant. Puis on a des bons joueurs de deuxième et troisième trio. Je parle évidemment de Pavel Zacha, de Charlie Coyle, de Trent Frederick, qui sont des joueurs, c'est pas des superstars, mais c'est des joueurs qui sont capables de poter, qui sont capables de brasser la cage aussi. Mais j'aimerais parler de Linus Ullmark aussi, qui, évidemment, la saison dernière a eu la saison de sa vie. C'était quasiment le retour de Martin Brodeur dans le monde du hockey, mais cette année, oh là là. Mais évidemment, c'était un peu à prévoir, parce qu'après avoir eu une saison... le plus de victoires dans l'histoire de la Ligue nationale en saison régulière. C'est bien difficile de revenir de retomber sur ses pattes la saison d'après puis d'être aussi constant. Les Bruins ont eu des parties cette année où est-ce que ça a été très très difficile alors que c'était des games faciles à gagner. Là. Linus Ullmark, je ne trouve honnêtement pas que c'est lui qui devrait être le numéro 1 en ce moment. Je fais beaucoup plus confiance à Jeremy Swayman. Beaucoup plus confiance. Encore une fois, on a des joueurs constants, mais je trouve que cette année, pour la plupart des équipes de la Ligue nationale, les goalers qui ont eu des grosses saisons, contrairement à des goalers qui ont eu des moins bonnes saisons l'année passée, ben c'est un renversement complètement cette année. Des goalers comme Thatcher Demko de Vancouver, qui a eu une saison très difficile l'année passée, il a la saison de sa vie en ce moment, puis des goalers l'année passée comme les Linus Ullmark qui ont eu presque 40 victoires en saison régulière, c'est plus difficile. Donc, je vise vraiment pour les Canucks, pour les séries. Genre, j'ai extrêmement hâte aux séries. Premièrement, pour voir les Panthers de la Floride de retour en série, parce que eux autres aussi, là, Sergei Bobrovsky, on parle pas assez souvent de lui en tant que très très bon goaler dans la Ligue nationale. Mais Thatcher Demko et les Canucks, ça va être à surveiller aussi. Là, on pourrait passer à un autre topic, encore dans le hockey. Les transactions, les échanges des joueurs. Après 49 matchs avec les Canadiens de Montréal, Sean Monahan va avec les Jets. Ils ont fait quelques games avec Monahan avec les Jets. Au début, ça paraissait pas trop. On n'entendait pas trop son nom avec cette équipe-là. Mais hier, il a compté son premier but avec les Jets de Winnipeg. Avec les Canadiens de Montréal, il y a eu 13 buts et 22 mentions d'aide. Est-ce qu'avec les Jets, il y aura le même score? Moi, sur cet échange-là, Monahan à Winnipeg, je pense que c'est une mauvaise décision du Canadien. Moi, je pense qu'on aurait dû garder Monahan. On n'aurait pas dû perdre espoir, disons, dans son cas. J'espère toujours qu'on va pouvoir le signer cet été. C'est une possibilité parce qu'il est agent libre, mais bon, ça restera à voir. Si on continue dans le même sens avec les autres quelques transactions qui ont déjà eu lieu dans la Ligue, qui retiennent un peu l'attention, il faut se rappeler en début de saison, Calen Addison a été échangé du Wild aux Sharks. Et puis ensuite, le Wild ont échangé un choix de 7e ronde au Lightning de Tampa Bay pour acquérir Zach Bogosian. Donc ça a été un peu un échange à 3 équipes dans ce cas-ci. Et la transaction pour le moment qui a été la plus grosse cette saison, c'est Jimmy Drysdale qui est passé des Ducks aux Flyers en retour de Cutter Gauthier qui lui voulait plus rien savoir de jouer avec les Flyers même avant d'avoir joué un match. Donc c'est assez intéressant. Il y a aussi vite Zadorov, on l'a dit plus tôt, qui est passé des Flames aux Canucks, et Beauvillier des Canucks aux Blackhawks. Si on continue avec un peu quelques rumeurs, si on regarde pour commencer avec les Canadiens, on sait que David Savard peut-être va quitter, Jake Allen. Alors, on a entendu aussi parler un peu de certaines personnes de peut-être Mike Matheson pourrait quitter. J'espère que le Canadien n'ira pas dans cette voie-là. Ça va rester intéressant jusqu'à la date limite des transactions. Mais je pense que pour tout partisan du Canadien, on espère que Savard va rester. Un autre joueur qui sera échangé durant la période de transaction sera Noah Hanifin des Flames de Calgary. Mais il n'y a eu aucune confirmation d'équipe où il pourrait s'en aller pour l'instant. C'est juste confirmé que lui aussi va être échangé. Il ne restera pas avec l'équipe. Il y a beaucoup de joueurs de cochons, que j'irais dire, dont Chris Tanev des Flames de Calgary, qui a beaucoup de rumeurs qui disent
qui peut entreprendre le chemin des Maple Leafs de Toronto, qui serait pas une mauvaise idée. Les Leafs de Toronto qui ont quand même certains blessés, un certain manque de constance aussi en défense, comme on en a parlé tantôt. On a un certain Mike Giordano qui est absent, John Klimberg qui est blessé jusqu'à la fin de la saison. Donc, amener un Chris Tanev qui peut brasser la cage, qui est quand même un assez bon défenseur défensif, ça peut jouer en la faveur des Leafs, surtout dans des occasions de séries éliminatoires. On a des Adam Henrique, Anthony Duclair, Vlad Tarasenko de Ottawa, Jake Allen, comme tu as dit, Étienne. Il y a des Frank Vatrano aussi, Sean Walker, Jake Guentzel, Jakob Markstrom aussi, beaucoup de joueurs des Flames qui sont dans la liste. Capo Caco des Rangers, Scott Lawton des Flyers, Marc-André Fleury avec le Wild. Si le Wild ne réussit pas à se trouver une place en série, pourrait être échangé à une équipe contender pour les séries. Beaucoup de rumeurs sur Trevor Zegras à Montréal. Je suis vraiment pas sûr de ça. Je sais pas s'il peut fitter. Ça va rester à voir. Ça va rester un sujet intéressant. Et on a aussi Jacob Chychrun, qui est le meilleur pointeur parmi les défenseurs avec les Sénateurs. Mais tu sais, tu parles des joueurs qui sont déjà un peu mis sous le radar, qui vont quitter leur équipe, mais il y a aussi plusieurs joueurs qui pourraient nous surprendre, qui pourraient quitter. Tu sais, je pense un peu aux Capitals de Washington qui ont beaucoup de difficultés cette saison. Un gars comme TJ Oshie, Joel Edmondson, Max Pacioretty, tu sais, des vétérans qui peuvent aider les équipes en série. Il y a plein de joueurs comme ça à travers la ligue, vraiment dans chaque équipe, qui pourraient intéresser. C'est vraiment ce que les équipes recherchent. C'est les gros gars qui peuvent brasser un peu, puis les joueurs d'expérience. Je pense aussi aux Flyers. Je sais que Nicolas Deslauriers, des fois, il est laissé sur le banc par Tortorella. Donc, s'il y a une équipe qui recherche un joueur de caractère, un joueur qui peut vraiment aider en série, Nick Deslauriers, c'est toujours une très belle option. Donc, il y a plusieurs autres joueurs aussi qui passent un peu sous le radar, je dirais, mais qui pourraient être tout aussi intéressants pour une équipe qui rentre en série. C'est sûr qu'en série, il faut toujours des joueurs pour brasser la cage, pour un peu shaker l'atmosphère, si je peux dire ça comme ça, comme des Nick Deslauriers par exemple. Je pense aussi à des Ryan Reeves, à des gars comme ça, tu sais, qui sont capables à des moments cruciaux de lâcher une bonne mise en échec. Chris Tanev, qu'on a nommé tantôt aussi, c'est un gars qui est capable de faire ça, donc c'est important autant en série d'avoir des gars qui sont capables de marquer, des gars qui sont capables de bien défendre, des défenseurs offensifs autant que défensifs, mais il faut des gros gars, parce que sinon... Donc, les joueurs qui ont 60 buts, comme Austin Matthews en saison régulière, c'est moins facile pour eux de marquer en série éliminatoire. Faut pas oublier aussi, en parlant de la période des transactions, qu'il y a quelques joueurs qui ont signé des contrats avec des équipes dans les récentes semaines. Bon, un peu plus vieux, il y a Patrick Kane, on sait tous, qui a signé avec les Red Wings de Détroit. On vient de revenir de blessure. Il y a aussi Jesse Puljujärvi, l'ancien de Edmonton et de Caroline, qui a signé avec les Penguins de Pittsburgh. Et il y a aussi Zach Parise, qui, il y a quelques semaines, a signé un contrat d'1 an. Et il a affirmé que ça allait être sa dernière saison en carrière. Donc, il a signé avec l'Avalanche. Et on a appris aussi cette semaine que par Rick Tocchet, le coach des Canucks, que Phil Kessel commençait à s'entraîner avec l'équipe dans la Ligue américaine. Donc, on va voir est-ce que Kessel va être capable de passer tous les tests nécessaires pour revenir dans la Ligue nationale et aider les Canucks en fin de saison et en série. Et il faut se le dire que si Phil Kessel réussit à se mettre en forme assez pour revenir dans la Ligue cette saison, les Canucks vont être encore plus dangereux qu'ils le sont présentement. C'est ça, comme j'ai dit tantôt, les Canucks, ça risque d'être une équipe extrêmement suivie pendant les séries. Il y a des équipes qui, évidemment, sont un peu surprenantes, qui reviennent dans le monde des séries. Je pense d'ailleurs aux Flyers de Philadelphie. S'ils réussissent encore à obtenir des victoires importantes, peut faire les séries depuis un méchant bout de temps. On va revoir évidemment des équipes un peu plus favorites, comme l'Avalanche du Colorado, les Bruins de Boston. Ceux qui vont défendre leur titre de champion, les Golden Knights. Plus difficile cette saison-ci, mais
On va voir où est-ce que ça peut aller avec des Jack Eichel en santé, des Jonathan Marchessault et des Mark Stone de cette équipe-là qui vont réussir à mener la bagarre. On en parle moins aussi, mais les Rangers de New York sont souvent nommés comme des favoris pour la Coupe. Évidemment, on peut pas parler des séries sans les Oilers d'Edmonton, avec Connor McDavid, Zach Hyman, Ryan Nugent-Hopkins, et un Stuart Skinner qui commence à prendre sa place dans la ligue. Donc, beaucoup d'équipes à suivre. Et évidemment, sans oublier les Panthers de la Floride, qui vont peut-être réussir cette année à obtenir leur fameuse Coupe Stanley. Bon, et maintenant, on va passer à notre deuxième sujet de l'émission, notre rubrique film avec Bon baiser de Russie, le deuxième film de James Bond sorti en 1963. Déjà en partant, j'ai beaucoup plus aimé ce film-là que Dr. No. Pour pas dire que Dr. No est un mauvais film, c'est faux, mais dans Bon baiser de Russie, c'est bien davantage un film d'espionnage. Comparément à Dr. No, c'est, comme on l'avait dit dans notre première émission, je crois, davantage un film policier. Là, c'est vraiment un film d'espionnage. Là, c'est vraiment... Le scénario... Déjà, l'histoire du film, c'est que James Bond est envoyé en Turquie, à Istanbul, afin de trouver un appareil de décodage qui s'appelle le lecteur, qui se trouve dans un consulat russe, si je ne dis pas de bêtises. Et pour l'obtenir, il doit rentrer en contact avec une dame, une jeune femme russe appelée Tatiana Romanova, qui est essentiellement une décodeuse qui a travaillé sur le lecteur plutôt, et qui supposément a l'intention de défecter du côté du bloc de l'Ouest avec ce lecteur pour permettre au MI6 ou même au service secret du côté du bloc de l'Ouest de pouvoir décoder les messages encryptés, les messages secrets du bloc de l'Est avec la Russie, tout ça. Ce que j'aime beaucoup de ce film-là, ce qui le sépare un peu de Dr. No, c'est l'aspect évidemment visuel. Dans Dr. No, on est constamment en Jamaïque, dans les îles, dans les Caraïbes, alors que là, on est vraiment dans les grosses villes. Il y a des bois à Londres, évidemment, on est à Istanbul, il y a toute la séquence du train. C'est un film beaucoup plus intéressant visuellement que Dr. No, et c'est un aspect vraiment important à signaler. Mais aussi, je trouve que l'histoire est beaucoup plus... je trouve qu'il y a beaucoup plus d'action. Ça brasse plus dans Bon baiser de Russie. Dans Dr. No, de beaucoup de dialogues entre les personnages, beaucoup de petits moments d'attaque de méchants. Mais sinon, t'as pas vraiment un gros brin d'action. Mais dans Bon baiser de Russie, c'est vraiment non-stop. D'ailleurs, on voit pour la première fois Ernst Stavro Blofeld, l'ennemi juré de M. Bond. On voit premièrement ça, donc on met l'antagoniste. On voit beaucoup plus Blofeld, évidemment, on le voit pas. On voit pas son visage. L'acteur n'est pas nommé dans les crédits. Fait intéressant à noter. Mais il y a beaucoup plus d'action. Donc toute la séquence du train, comme j'ai nommé, qui est pour de vrai une des séquences les plus intéressantes de la série de James Bond, en tout cas dans ce qui est des films de Sean Connery. C'est de l'action, c'est du suspense, c'est plus un thriller, parce qu'on a, évidemment, on va parler des antagonistes plus tard, mais c'est un film qui nous met sur le bout de notre siège tout le long, et c'est ça que j'aime de ce film-là. Et c'est ça qu'on voit dans les prochains films de James Bond ici, avec Goldfinger, avec Opération Tonnerre, Thunderball. C'est des films qui, plus ça avance dans la série de films de Sean Connery, plus c'est suspenseful, plus c'est de l'action, plus c'est de la bagarre, plus c'est des histoires intéressantes de personnages, évidemment. Donc c'est vraiment un excellent film, oui, d'espionnage, mais un bon film d'action. Et c'est la base des films de James Bond, c'est ces deux aspects-là. Mais en effet, visuellement, le film est non seulement impressionnant, mais surtout, on voit beaucoup plus de lieux dans ce film-là, comparément au premier. Le film, déjà, il commence à Venise, avec un tournoi d'échecs, et déjà, la salle où se passe ce tournoi d'échecs est magnifique, les décors sont sublimes, et ensuite, la grosse partie du film se passe en Turquie, en Istanbul, plusieurs bouts d'Istanbul, avec des endroits magnifiques. On peut voir une mosquée en arrière-plan dans les premiers plans dans cet endroit-là. Une partie de l'action se passe à l'intérieur d'une mosquée où on peut entendre un guide qui raconte un peu l'histoire de l'endroit. On se promène aussi, dans un moment donné,
espèce de réservoir construit par l'empereur Constantin, à travers duquel Karim Bey amène James Bond en dessous du consulat russe pour espionner une longue séquence où on se promène en train, passer finalement arriver dans une espèce de contrée emboisée, une espèce de vallée, et pour au final revenir pour conclure le film à Venise. Donc au final, le film, géographiquement parlant, se finit en boucle. On fait un cercle pour revenir au point de départ. Moi, je trouve que dans les films de James Bond, l'introduction, c'est quelque chose qui nous ouvre les yeux. Ça nous donne le goût d'avancer, d'écouter le film. Fait que toutes les intros sont intéressantes, surtout lui de ce film. Sinon, moi, j'ai beaucoup aimé la scène où c'était la femme de ménage dans une des hôtels de James Bond, qu'elle était une méchante, elle arrivait avec un fusil, elle essayait de le tuer pendant qu'elle faisait le ménage, puis que James Bond parlait au téléphone. Moi, je trouvais ça très bon. Encore une fois, comme dans Dr. No, il faut apprécier comment Sean Connery joue bien son rôle de James Bond. Vraiment, pour moi, je pense vraiment que tous les films que Sean Connery a fait méritent d'être dans le top des films de tout le monde. Je pense vraiment que c'est lui qui incarne le mieux le James Bond. Puis comme vous avez dit un peu, j'aborde dans le même sens, je pense vraiment que ce film-là, c'est vraiment en plus concentré sur l'espionnage vraiment, beaucoup plus de gadgets que dans Dr. No. Tu sais, dans Dr. No, il y a le compteur Gégère à un moment donné, il y a une montre, il n'y a pas grand gadget vraiment, puis vraiment, dans Bon baiser de Russie, t'as la mallette, les souverains d'or, le fusil dans la mallette, beaucoup plus de trucs intéressants, c'est beaucoup plus diversifié aussi, dans tous les sens du terme. C'est vraiment l'un des meilleurs films de cette série, vraiment, et tout au long de nos épisodes, vous allez voir que la plupart des films de James Bond sont vraiment très bien cotés. En parlant de gadgets, c'est dans ce film-là que nous voyons pour la première fois l'acteur Desmond Llewellyn jouer le rôle du Major Boothroyd, aussi, mais mieux connu sous le nom de Q, la personne en charge des gadgets pour tous les films de James Bond, avec qui, au travers des films, entretient une relation très comique, mais aussi assez fraternelle avec le personnage de James Bond. Et d'ailleurs, cet acteur-là, son dernier rôle a été dans le film The World Is Not Enough, Le Monde ne suffit pas, où l'acteur, enfin le personnage lui-même, quitte le décor pour laisser la place à son successeur qui sera R. Comme on a vu dans Dr. No un peu, ça a été seulement que dit, par exemple, c'est quand le docteur a parlé du spectre, ça a seulement été vocal au niveau de Dr. No, mais c'est vraiment dans Bon baiser de Russie qu'on commence à vraiment voir qui sont les vrais ennemis de James Bond. Ça met vraiment une grosse perspective à comment il va être attaqué et comment cette organisation-là va être complètement toujours sur son dos, entre autres pour la mort du Dr. No dans le premier film, qui faisait partie du spectre. Donc, tout comme dans le premier, James Bond va vaincre encore le spectre pour les revoir lors de notre prochain podcast, dans son prochain film. Par rapport au spectre, petite référence tout d'abord à Dr. No, dans laquelle, lorsque James Bond rencontre Dr. No, il lui dit à un moment donné, « Vu votre dédain pour la vie humaine, vous devez travailler pour l'Est. » Et Dr. No lui répond essentiellement, « L'Est, l'Ouest sont juste deux faces d'une même médaille, c'est deux adversaires stupides. » Et au début, enfin pas au début, mais lorsque Blofeld est proprement introduit dans le film, il présente un des antagonistes, Klebb, un aquarium avec des poissons. Il dit, voilà, ce sont deux poissons. En fait, c'est une allégorie essentiellement de leur vision des blocs de l'Ouest et de l'Est à l'époque de la guerre froide. Il dit, voilà, regardez ces deux poissons-là. Ce sont deux adversaires stupides qui se battent. Mais nous, le spectre, nous sommes cachés dans l'ombre. Nous regardons pendant que les deux adversaires se battent, pendant que les deux adversaires stupides se battent. Et nous attaquerons au moment où il ne restera qu'un seul des deux adversaires qui sera trop épuisé pour se défendre. Et c'est ça qui démontre déjà
leur mentalité du spectre, et ce qui sera ensuite illustré par ce qui, je trouve, être un des meilleurs antagonistes de James Bond, Grant, l'agent envoyé par le spectre pour à la fois aider James Bond, mais pour au final récupérer le lecteur après s'être débarrassé à la fois de James Bond et de Tatiana. On peut parler beaucoup de Grant dans ce film-là. C'est, d'après moi, dans la série de Bond de Sean Connery, c'est l'homme qui a toujours, ou presque, un coup d'avance sur notre cher Bond. Il lui sauve la vie pendant l'attentat dans une des scènes du film. Et dans le train, c'est un coup d'avance après un coup d'avance après un coup d'avance. Il fait à croire qu'il est son allié. Il drogue Tatiana, la met hors d'état de nuire en tout cas. Puis il a James Bond dans sa main. Là, il est juste prêt à l'écraser comme une vulgaire fourmi dans sa main. Mais encore une fois, Bond a plus d'un trou dans son sac. Et c'est la fameuse mallette qui a été introduite au début du film qui lâche le gaz lacrymogène qui essentiellement le sauve avec évidemment le poignard qui est dans la mallette. Donc Grant est, je trouve, un des antagonistes les moins nommés dans le monde de James Bond. Je trouve que c'est un des adversaires les plus colosses, dont la fameuse scène du train. La bataille dans le train, c'est une des scènes les plus violentes. C'est vraiment un one-to-one, man-to-man. La cabine est détruite et tout. Mais c'est une scène qui reste marquée. Je trouve que c'est la meilleure scène du film. Pour moi, c'est la meilleure scène parce que ça montre l'agent secret du MI6 contre le gros colosse russe. Donc, je trouve que c'est une des meilleures scènes du film. Petite anecdote humoristique, mais quand même conseil de vie aussi, si on veut. C'est par rapport à cette mallette. On se rappelle au début du film, quand Q lui remet la mallette, et James Bond se retourne vers elle et lui dit « Je crois pas que ça va être très utile durant cette mission. » Puis dans le fond, finalement, c'est ça qui lui sauve la vie, littéralement. Donc, c'est quand même humoristique si on regarde au niveau du film, mais ça peut faire quand même réfléchir dans la vie. C'est pas parce que tu penses que t'as pas besoin de quelque chose que nécessairement c'est ça qui va arriver. La manière dont Grant est recruté par Klebb lorsqu'elle va sur l'île Spectre Island, qu'ils le disent en anglais, tout d'abord, elle est présentée avec son dossier qui est essentiellement décrit comme étant un psychopathe très matérialistique qui s'est évadé de prison. Et rien qu'en lisant ça, Klebb, elle dit « Excellent, je l'aime beaucoup déjà ». Et moi, je trouve ça très comique. Ce que je trouve encore plus drôle, c'est lorsqu'elle le voit de face. Tout d'abord, il se met en garde à vous en face d'elle. C'est ça, il se met en garde à vous en face d'elle. Elle lui fait un tour pour regarder de quoi il a l'air un peu. Et à son dernier, lorsqu'elle finit son tour, elle sort des brass knuckles, un poing américain. Elle fait juste lui envoyer une droite, mais vicieuse à l'estomac pour essayer de voir s'il va comme eux, s'il va se plier en deux. Mais non, le gars, il reste figé de marbre, il bouge même pas. Et c'est ça qui lui confirme que c'est l'homme qu'il lui faut. Moi, j'ai toujours trouvé ça tellement absurde. Mais ça montre un peu à quel point c'est le spectre, à quel point les critères du spectre sont complètement absurdes. Ils recrutent littéralement des meurtriers, des évadés de prison pour faire leur mission. C'est fou. Et bien avec ceci, mesdames, messieurs, cela conclura notre 5e épisode de Sur ce, bonne soirée. J'espère, comme à l'habitude, que vous avez été autant divertis qu'informés sur ce dont nous vous avons parlé. Encore une fois, merci encore de nous avoir écoutés et nous vous reverrons la semaine prochaine.